Alors donc bonjour à tout le monde et voilà très heureux de faire cette conférence dont le thème principal évidemment c'est le corps d'énergie avec une particularité c'est que on a une base anatomique pour le corps d'énergie et aussi d'un autre côté, on a une vérification à deux de l'existence de ce corps d'énergie. Donc, je vais vous proposer en partage ce diaporama. Puis ensuite, on aura la démonstration. J'ai déjà fait une conférence sur le Pang, c'est-à-dire sur l'émergence. Alors là, c'était technique sur l'émergence du corps d'énergie. Comment on fait pour le faire émerger dans le corps? Donc il y avait, juste pour se souvenir, je ne peux pas rentrer dans le détail, mais il y avait donc des conditions pour que le corps d'énergie apparaisse. Les conditions fondamentales, c'est l'espace de relâchement, c'est-à-dire que le corps doit être à un point d'équilibre, c'est-à-dire qu'il doit être aligné à un point d'équilibre. Point d'équilibre, c'est-à-dire si je suis penché en avant, je suis gainé, si je suis penché en arrière, je suis gainé. Donc en fait, quand je suis au point d'équilibre, c'est comme quelqu'un qui serait debout sur une corde, eh bien ça flotte, c'est pas stable, hein. Le corps il part en avant, donc je le ramène au point d'équilibre, il part vers l'arrière, je le ramène au point d'équilibre, je suis comme un équilibriste, hein. Donc c'est là en fait que tout est empilé, toute la structure, et que tout peut se reposer sur la structure. Voilà. Et puis on avait vu dans cet espace de relâchement le point d'équilibre et la bascule. La bascule, c'est une bascule du tronc, hein. La bascule du tronc, du périnée jusqu'aux épaules ou jusqu'au sommet de la tête. Pour le sujet, c'est plutôt jusqu'au sommet de la tête, où on va, quand les mains montent, le centre de gravité se déplace vers l'avant, hein. Quand les bras montent, le centre de gravité se déplace vers l'avant. Le corps, automatiquement, il va faire une bascule du tronc, c'est-à-dire il va amener, pour simplifier, le bassin ou le sacrum vers l'avant, les épaules vers l'arrière pour équilibrer le poids et pour qu'on reste détendu. Ça, il fait ça tout le temps, le corps, toute la journée, sauf si on lui a montré autre chose, si on lui a montré qu'il fallait gainer le corps pour tenir son corps. Bon, c'est aussi une façon de faire, mais c'est pas très économe. Mais la nature, elle cherche l'efficience, c'est-à-dire la fluidité et l'économie de l'énergie, hein. Donc cette bascule nous permet de rester détendu. Et quand on redescend les mains, on a vu ensemble, hein, que le tronc revenait à la verticale. Et si les bras partaient vers l'arrière, eh bien on avait une bascule, cette fois-ci, du sacrum vers l'arrière, épaule vers l'avant, pour équilibrer et garder le relâchement. Donc ça, c'est le relâchement de base, c'est ce que j'appelle l'espace de relâchement. Et dans cet espace de relâchement, qui est conduit par ces deux paramètres, dans cet espace de relâchement, eh bien, on se relâche. Parce que c'est pas tout d'être dans l'espace de relâchement. Si on ne se relâche pas, ben, le relâchement ne se fait pas totalement. Il est facilité, mais si on ne lâche pas les tensions, eh bien, on n'a pas véritablement de relâchement. Et donc, c'est ce qu'on appelle le son. Se relâcher, c'est dans cet espace de relâchement. Et quand on se relâche, son, dans cet espace de relâchement, eh bien, on, on rentre, on a un phénomène de gonflement du corps. C'est léger, mais c'est existant. Et ça dépasse la périphérie du corps. Et donc, on est rentré dans le corps d'énergie, ce que j'appelle, moi, Pang, hein, ou l'unité, Pang, hein. C'est mon maître Howard Choi qui était un maître Kung Fu, Tai Chi Chuan et Qigong, qui m'a un jour donné la définition de Pang, une définition beaucoup plus large que celle qu'elle utilisait habituellement. Et je vois que on utilise Pang aussi actuellement par certaines personnes qui font le Fachi, projection d'énergie dans le Tai Chi Chuan, comme Adam Misner, Liang Deroy, hein, parle de Pang, Adam Misner parle de Pang. Donc voilà, c'est intéressant à voir qu'à l'école de l'onde du dragon, on n'a rien inventé, hein. On a fait que observer des choses qui existent et qui sont déjà référencées dans le chip. J'ai préparé, donc, comme je vous ai dit, un PowerPoint que je vais ouvrir à partager. Donc, la mise en temps-sécurité du fascia global, en fait, ça va nous permettre de montrer en fait une base, les fondements anatomiques du corps d'énergie. Donc voilà, donc je vous ai parlé un peu de Song et Pang, ça c'est comme ça qu'on met en temps-sécurité le corps d'énergie. Donc je commence ce sujet par, voilà, euh,
Il n'y a pas de visualisation dans ce que je vais vous présenter. C'est pas on visualise un corps d'énergie. C'est une perception réelle. Et ça, il faut comprendre que c'est l'enseignement fondamental. S'il n'y a pas de visualisation et on n'utilise pas la volonté non plus, ni le mental, pour travailler dans le corps d'énergie. Voilà, donc, bon, avant de commencer, juste faire une petite rétrospective très rapide sans rentrer dans le détail, parce que c'est beaucoup plus riche que ça, l'histoire de l'onde du dragon. Mais de 1989 à 2008, donc j'ai pratiqué avec 4 maîtres chinois. Bon, ça c'est vrai, j'ai travaillé là avec 4 maîtres chinois, mais à partir de 2009, j'ai continué à travailler avec mes maîtres. Pas tous, notamment le plus avec qui j'ai travaillé, c'est Howard Choi. Et puis aujourd'hui, je travaille avec Howard Wang. Howard Wang, qui lui est un maître de Fachi qui a donné le nom à son système Pranadynamics. Donc à partir de 2009, en fait, j'ai toujours eu cette question de trouver dans le cœur quelque chose de commun à tous les arts internes. Donc en fait, en 2009, je découvre par hasard, au cours d'une pratique avec mon maître Howard Choi, alors, une unité dans mon corps, un alignement particulier, bien plus clair et bien plus présent que dans tout ce que j'avais fait jusqu'alors avec lui. Donc, euh, donc je découvre ça, pas tout à fait en 2009, c'est en 2008, et je développe ça, et donc je pose les premières bases de l'onde du dragon, c'est-à-dire le mouvement profond du corps dans le yin et le yang qui permet de rester, de se mettre dans l'unité et d'y rester. Mais à cette époque, c'est une composante essentiellement biomécanique. Alors, une composante biomécanique, c'est-à-dire l'organisation de la structure du système, de la structure telle qu'on l'entend habituellement quand on parlait de sport, on parlait des chaînes myofaciales, ou des chaînes musculaires, ou des chaînes myofaciales, et on parlait de l'alignement de ces chaînes myofaciales dans le mouvement, l'alignement de la structure. Donc j'avais en quelque sorte une onde du dragon qui était basée sur l'axe vertébral sacrum-occiput. Et plus tard, en 2020, bah, là c'est 2009 à 2020, c'est long, mais il y a beaucoup de changements qui se font petit à petit pour arriver à 2020 en quelque chose de super clair, donc au basculement non plus de l'alignement à partir de la colonne vertébrale, mais à partir de Chongmai. Alors Chongmai, c'est l'axe central du corps entre le périnée et le sommet de la tête. On va y revenir parce que c'est important, mais l'axe vertébral, il est à l'arrière et l'axe Chongmai, il est au centre du corps. D'ailleurs, si vous pivotez sur vous-même, si vous tournez sur vous-même, vous ne tournez pas autour de votre axe vertébral, vous tournez autour de cet axe central. Et cet axe central, Chongmai, c'est le premier méridien extraordinaire qui apparaît dans l'embryologie. Et ce méridien extraordinaire, dans ce méridien extraordinaire, apparaît l'axe, la colonne vertébrale, enfin les tissus, les cellules de la colonne vertébrale qui vont former la colonne vertébrale. Et le repli des tissus à partir du centre vers l'arrière et vers l'avant vont amener cette colonne vertébrale à l'arrière du corps, mais Chongmai, lui, reste au centre. Chongmai, c'est le canal central. Alors, c'est un méridien extraordinaire pour la médecine chinoise, mais c'est aussi le canal central qui ne parcourt pas tout à fait le même parcours que la médecine chinoise, mais le canal central de l'alchimie interne taoïste. Voilà. Donc, à partir de 2020, là, on est sur l'alignement de Chongmai. Tout le corps est mis, son axe, le mouvement du corps est à partir des trois Tantien et donc de cet axe central. Et là, là, ça va vite, puisqu'en 2025, on est rentré dans le corps d'énergie à partir de 2020. Et en 2025, se produit quelque chose d'intéressant, c'est que au cours du travail sur le Fachi, à partir de l'onde du dragon, je découvre les ponts qu'il y a entre le Fachi, la projection de l'énergie, et l'onde du dragon, et l'unité. Et donc, du coup, euh, on essaye de faire des expériences à partir du Pang sur est-ce que ça a une influence sur quelqu'un. Et en fait, on réalise que
Quand on fait le pan de l'onde du dragon correctement, eh bien, il y a donc ce corps d'énergie qui apparaît en nous, qui émerge en nous, mais ce corps d'énergie a une influence sur une autre personne. Donc là, ça devient un peu extraordinaire pour tout le monde, hein, pour nous et tous ceux qui viennent travailler avec nous, c'est de se rendre compte que on est sur ce qu'on va voir maintenant, une base anatomique du corps d'énergie. Il y a une base anatomique pour le corps d'énergie, et ou l'inverse d'ailleurs, base scientifique, on va dire anatomique, pour valider ce qu'est le corps d'énergie, donner du sens au corps d'énergie, ou l'inverse. On ne sait pas trop qui donne du sens à l'autre, mais en tout cas, d'un point de vue, on va dire, les courants actuels sur les fascias, on va dire que voilà, le fascia donne naissance au corps d'énergie. Mais bon, c'est pas tout à fait les fascias que on connaît, donc on va faire une petite mise au point sur ce qu'est le fascia. Donc on va regarder le fascia, donc un réseau anatomique qui est unifiant par nature. Ensuite, on va découvrir ce qu'est la tenségrité. D'abord, c'est une notion, on va dire, d'architecture qui a été récupérée par l'ensemble des chercheurs sur le fascia pour comprendre comment le fascia pouvait intervenir dans le maintien de la structure, enfin de la forme du corps, aussi bien en statique qu'en dynamique. Et puis, c'est là-dessus que c'est à partir de là que c'est fait cette hypothèse de biotenségrité, donc la tenségrité du fascia. Et puis on verra comment on passe du fascia au corps d'énergie. Et enfin, cette réalité universelle qui peut être vérifiable à deux, c'est la réalité universelle, c'est-à-dire le corps d'énergie, ce n'est pas comment dire, une invention de l'école de l'onde du dragon, c'est une observation et une pédagogie qui a été développée pour rentrer dans cette réalité. Mais ce n'est pas, la pédagogie n'a pas été inventée pour créer quelque chose. La pédagogie école à une réalité qui existe par elle-même, hein. Voilà, donc c'est pas une invention, c'est une observation. On va dire que l'invention, entre guillemets, la création, entre guillemets, ça pourrait être la didactique, c'est-à-dire toutes les séquences pédagogiques qui s'alignent les unes derrière les autres et qui conduisent à l'accès à cette réalité vérifiable à deux au bout de 3 jours d'études. Et ça, c'est 3 jours d'études, quelles que soient les personnes, en sachant que c'est quand même plus facile pour des gens qui ont une expérience du corps, quelle qu'elle soit, même sportive, que pour quelqu'un qui n'a pas du tout d'expérience du corps. C'est plus facile, mais ça ne veut pas dire qu'au bout de 3 ou 4e jour, on ne l'aura pas. On aura aussi la possibilité d'atteindre ce niveau de corps d'énergie et de le vérifier. Voilà, donc on va passer sur le premier, le fascia, une anatomie continue. Alors, l'anatomie telle qu'on nous l'a enseignée, parce que là, on commence à enseigner différemment, mais la plupart des gens, j'imagine, qui sont sur la Réunion, là, ont cette idée-là que les os sont empilés les uns sur les autres par rapport à la gravité terrestre, bien sûr, avec des articulations, hein, ils tiennent ensemble, bien sûr, par les ligaments, ou parce que ce sont des articulations cartilagineuses. Mais en fait, bon, les os sont empilés et forment quand même un corps. On a des chaînes myofaciales ou des muscles moteurs, parce qu'à un moment donné, moi j'ai appris avec les muscles moteurs. C'est c'est depuis peu qu'on parle des chaînes myofaciales, c'est-à-dire un ensemble de muscles qui sont très reliés entre eux, y compris physiquement, par des amas de fascia, et donc les articulations charnières, là, comme j'ai expliqué juste avant. On a un modèle mécanique de pièces qui sont séparées et qui sont assemblées comme une grue. Bon, assemblées comme une grue, ou disons qui fonctionnent comme une grue avec des chaînes musculaires qui font bouger les articulations. Ça, c'était un peu
un peu, ça c'est une idée un peu simpliste, hein, mais c'est une image, hein, c'est une métaphore. Mais c'était un peu l'idée que, en fait, il y avait des muscles qui contractaient, qui se contractaient et qui tiraient sur des insertions sur les os et qui permettaient par exemple, fléchir le bras avec le biceps, hein. Quand on contracte le biceps, eh bien, ça fait fléchir le bras. Donc c'était un peu comme ça, cette histoire de grue ou si je veux lever une jambe, j'utilise le muscle fléchisseur de la hanche, le quadriceps, et puis je peux remonter le genou ou fléchir la hanche. Voilà, donc, alors ce modèle, il était valable, en quelque sorte, il n'est pas fou encore aujourd'hui, mais il n'explique pas tout. Et surtout, comme je vous ai dit, le maintien de la forme du corps en statique et dans le mouvement. Il n'explique pas tout, mais ce sont des pionniers qui ont permis de découvrir, en tout cas, ou de faire bouger les choses. Un pionnier, par exemple, je pense souvent à Danny Bois, par exemple, qui parlait du mouvement fondamental et qui a quand même, qui a aussi fondé un système thérapeutique sur le fascia, la fasciathérapie. Bien sûr, il y a plein d'autres qui ont suivi, l'ostéopathie aussi, mais quand même, ce sont des grands précurseurs, sûrement qui ont fait bouger les choses, et du coup, c'était venu dans le monde scientifique. Et au cours du 4e congrès mondial de recherche sur les fascias, donc vous voyez, c'est pas vieux, c'est en 2015, hein, donc il faudrait être en école spéciale, pas à la maternelle en 2015 pour, pour avoir comment dire, un enseignement sur ce qu'est les fascias aujourd'hui. Donc à cette occasion, donc il y a un grand rassemblement de professionnels, hein, de chercheurs et de professionnels, de scientifiques, et bien, qui décident ensemble, hein, valider dans ce congrès deux appellations pour le fascia. Un fascia qu'on a voulu conserver dans sa compréhension initiale, parce que effectivement, il est quand même présent ce fascia initial dont on parlait, hein. Il est dans les gaines autour des muscles, autour des organes. Voilà, il sépare les organes, il permet des glissements. Ça, c'est la compréhension initiale qu'on avait. Donc, on a gardé ce fascia et maintenant, on a ajouté le système facial. Alors, le système facial, c'est à voir comme quelque chose de global, c'est-à-dire c'est un réseau tridimensionnel, donc c'est en 3D sur l'ensemble du corps global et continu de tissus conjonctifs fibreux. Alors fibreux, c'est des fibres de collagène qu'il y a dedans, hein. Des fibres de collagène avec des cellules qui génèrent ces fibres de collagène. Et ces fibres de collagène sont organisées en 3D. Ce n'est pas des couches qui se superposent les unes aux autres. C'est vraiment quelque chose qui est en 3D. C'est tout relié dans tous les sens. Et quand même, il y a quand même une organisation de ces fibres. Si le corps a de l'exercice suffisant et si tout le corps est concerné par le mouvement, à ce moment-là, tous ces fibres s'organisent et en fait se régénèrent aussi, parce que c'est le mouvement, comme on le sait, qui fait que le vivant se régénère. Donc il pénètre, enveloppe tout le corps humain. Alors, moi, je reprends une image de Thomas Myers, qui est un spécialiste des fascias. Il a fait beaucoup de dissections de corps humain, de mort bien sûr, hein, de corps humain pour mettre en évidence les fascias et le système facial global. Et le système facial global, eh bien, il serait incomparable au réseau capillaire. C'est vous dire que c'est extrêmement dense, ce système facial, et que ce système facial, il est entre les os, entre les muscles, bien sûr, entre les organes, mais il est aussi dans le système intercellulaire, dans la matrice intercellulaire, entre les cellules. Et donc, il est dans les os, il est dans les muscles, autour de chaque fibre, enfin, il est partout. Et donc, en fait, ils forment un tout. Donc ça, c'était la nouveauté. Et ça, c'est... Alors, on parle beaucoup des fascias.
sur le net, mais en fait, souvent, ce qu'on reprend, on parle du système facial global, mais on s'appuie sur le système facial ancien, c'est-à-dire sur les fascias, sur les chaînes myofaciales. Et donc les chaînes myofaciales, je peux vous dire que ce n'est pas la même chose que le système facial, puisque comme vous avez vu tout à l'heure, je vais revenir en arrière, là où on travaillait avant, voilà, en 2000, de 2009 à 2020, eh bien, on a travaillé c'est peut-être même antérieur à 2019, hein, 2009 à 2020, pendant près de 10 ans, on a travaillé sur l'alignement biomécanique, c'est-à-dire des chaînes myofaciales. On avait un corps d'énergie, mais on ne pouvait pas le piloter vraiment parce qu'il était trop, comment dire, il n'était pas assez dense ce réseau, hein. Donc, quand on est arrivé en 2020 sur l'unité par l'alignement, non pas sur la colonne vertébrale, mais sur Chiang Mai, incluant la colonne vertébrale, mais c'est Chiang Mai qui est en avant de la ligne, c'est sur lui qu'on s'aligne, et bien sûr on inclut l'axe vertébral, mais c'est sur Chiang Mai qu'on fait l'alignement, et quand on fait l'alignement sur Chiang Mai, eh bien là on a la mise en sécurité sur l'ensemble du fascia et pas seulement sur les chaînes musculaires. Donc ça c'est la grande différence pour ceux à l'école de long du dragon qui ont été certifiés peut-être avant 2020, qui sont, faudrait que je vérifie la date, hein, je ne suis pas garanti la date là, mais c'est à peu près ça, 2019-2020. Eh bien, ceux qui sont certifiés jusqu'à 2020 ou avant 2020, ils sont en fait certifiés ils ont étudié, pardon, c'est surtout ce que je veux dire, ils ont étudié sur les systèmes myofaciales. Et donc, en fait, le système myofacial, eh bien, il ne nous permet pas de rentrer dans la même chose que quand on est sur Chiang Mai. Quand on est sur Chiang Mai, on oublie le système myofacial pour rentrer dans le système global. Voilà, donc ça, c'est pour donner du sens à tout ça. Donc, on va passer sur la diapo suivante, hein. Donc, alors, le système facial, moi je l'ai appelé le système facial global, ou souvent j'appelle le fascia global, parce que ça correspond plus à l'idée qu'on a au niveau de l'onde du dragon. Donc, un seul tissu, une toile en 3D, continue, ininterrompue, comme je vous ai exprimé avant, une présence que l'on pourrait comparer au réseau capillaire, sanguin, bien sûr. Donc il enveloppe et en plus il enveloppe chaque muscle, chaque organe, chaque os, de la voûte crânienne à la voûte plantaire. Et là, bon, ici j'aurais dû dire aussi à la voûte plantaire, je corrigerai ce truc, c'est jusqu'au bout des doigts des mains et le bout des doigts des pieds, hein. Et puis la voûte crânienne, c'est plutôt le crâne, donc c'est le cuir chevelu, hein, du cuir chevelu jusqu'au bout des doigts, ou comme on dit, du bout des cheveux jusqu'au bout des doigts, des pieds, des mains. Et donc il n'y a pas des fascias, dans l'unité j'entends, hein, il n'y a pas des fascias, mais un seul fascia. Ça, il faut bien comprendre ça. Donc, ce que dit la recherche scientifique, hein. Donc vous avez, alors il y en a d'autres, hein, mais moi c'est mes chouchous pour l'instant, avec une petite préférence pour Thomas Myers, mais bon, Robert Schleip, il est excellent, il a écrit des livres excellents sur le facial mouvement. Thomas Myers est parti plus sur les chaînes musculaires. Et puis, on a Jean-Claude Guimberteau. Alors, lui, ce qui est intéressant, c'est d'aller voir sur Internet, parce que sur Internet, vous avez des vidéos de Jean-Claude Guimberteau. Je vous laisse le temps d'écrire un petit peu les noms si vous voulez. Vous trouvez sur YouTube, hein, vous trouvez des vidéos de ces trois personnages qui sont extraordinaires. Jean-Claude Gamberto, c'est plutôt l'imagerie qu'il a fait. On voit ce que sont les fascias, ce dont je vous parle. Thomas Myers, lui, il a écrit comment dire, mis en évidence Anatomy Trends, les chaînes myofaciales, mais il est tout à fait conscient du système facial global. Et Robert Schleip, lui,
il est sur le fascia comme organe sensoriel et sur le fascia global. Donc ils sont très bien tous les trois, donc je pense que vous avez pu noter les noms. Et puis on va passer à la suite. Donc ce que montre l'endoscopie, donc ça c'est plutôt le travail de Gimberto, mais d'autres scientifiques, c'est qu'on n'a pas de plans séparés qui glissent les uns sur les autres, contrairement à ce qu'on pouvait imaginer, hein. C'est le fascia, il permet une liberté de mouvement, il protège, il permet tout ça. Peut-être on aura l'occasion de regarder un peu ce qu'est le fascia plus précisément, mais bon, on ne va pas rentrer trop dans le détail. Donc c'est un maillage fibreux. Alors fibreux, c'est des fibres, hein, fibres de collagène. C'est un milieu, dans un milieu très aqueux avec du glucose, de l'acide hyaluronique, voilà. Et ce sont des fibres qui sont, vous verrez sur les vidéos de Gimberto, ce sont des fibres qui sont élastiques, hein. Voilà. Oui, alors Gimberto, il dit hein, que quand on tranche en fait dans la dissection des corps classiques, on ne pouvait pas montrer ces fascias. Mais ce que souligne Thomas Mayer, c'est que le formol, le produit dans lequel a été conservés les corps, pour ne pas qu'ils pourrissent, hein, eh bien, ce format-là, il faisait disparaître les fascias. Donc en fait, on ne les voyait pas vraiment quand c'était des corps au formol. Pour vraiment observer le fascia, il faut travailler sur des corps qui sont pas conservés dans le formol. Donc voilà, donc ce qu'il faut bien retenir, c'est que le fascia, c'est pas un emballage, hein, c'était ce qu'on pensait avant, hein, parce que le fascia, on parlait souvent, pour illustrer le fascia, on parlait souvent d'une escalope de dinde, par exemple, il y a souvent un petit filet blanc sur l'escalope de dinde, et on parlait, voilà, ça ressemble à ça, un fascia, c'est translucide, c'est blanc un peu, translucide, et c'est élastique. Et donc on s'est aperçu, ce qui va nous intéresser, nous, alors il manque quelque chose, enfin si, c'est là, mais c'est très court. Ce qui est énorme, c'est qu'il perçoit, c'est-à-dire il y a plus, ah ben, c'est marqué au-dessus, il y a plus de récepteurs, c'est plus richement innervé, il y a plus de récepteurs sensoriels, proprioceptifs dans le fascia qu'il y en a dans les muscles. Et ça, c'est intéressant à savoir, parce que quand on va percevoir le corps d'énergie, ce qu'on va percevoir, c'est on va percevoir la globalité du corps et non pas des chaînes musculaires. Mais si on retourne à la perception du chaîne musculaire, on perd la perception globale et on perd le corps d'énergie. Donc c'est une des choses les plus importantes, c'est de ne pas s'attarder à la biomécanique quand on est dans le corps d'énergie, parce que sinon, eh bien, on va retourner dans la biomécanique, c'est-à-dire dans la fragmentation du corps. Donc, il perçoit, puisqu'il y a beaucoup de capteurs sensoriels, il communique, parce qu'il perçoit pas, il communique dans un sens et dans l'autre, et il transmet la force dans toute la structure. C'est-à-dire que si vous contractez la main, on l'a vu ça la dernière fois, vous contractez la main, eh bien, ça se répercute dans tout le corps. Et c'est ça qui fait que le son dans les arts énergétiques chinois, c'est un relâchement particulier où le corps se relâche, mais les muscles ne sont pas forcément tout mous. Ce qu'il faut, c'est que les muscles soient dans un effort excentrique, c'est-à-dire quand ils s'allongent, en fait, les muscles sont dans un effort physique, mais en s'allongeant, par élasticité, quand ils s'allongent, eh bien, le corps reste dans l'unité. Alors que si on rétracte le corps, tout se bloque, des parties entières du corps se bloquent, et le corps a tendance à fragmenter, puisque s'il y a une partie du corps qui se bloque, ou qui est plus dure, ben, les autres parties elles vont se séparer de lui. Donc toutes les forces sont transmises à travers le fascia global ou à travers les chaînes myofasciales si on n'est que là-dessus. Mais à travers le système global ou le système facial, en fait, il inclut tous les fascias, y compris les myofasciales, mais il y a tous les autres fasciaux, le réseau facial qui est
concernés. Donc, la tenségrité est un principe structurel. Alors, on va aller... Non, ça, on l'a déjà vu. Non, non, on l'a pas vu encore. OK. Alors, un principe structurel. Donc, je vous parlais de la biotenségrité et de la tenségrité. Un empilement, alors voilà ce qu'on pensait, que en fait, les os s'étaient empilés. S'ils étaient empilés seulement comme on pense, même s'il y a des articulations, en fait, la moindre charge asymétrique, il y aurait des problèmes. Le corps se déformerait entièrement. Donc l'hypothèse, c'est qu'il y a un autre principe pour expliquer la stabilité statique et mobile du vivant. C'est-à-dire que la forme, dans sa forme, puis aussi dans les efforts. Hein. Donc c'est pour ça que il y a des hypothèses. Donc tout part d'une découverte dans l'architecture. Donc là, vous avez des noms. Ce qu'il faut retenir, c'est que il y a un principe donc qui naît, c'est d'associer des structures et des structures rigides et des structures flexibles euh, qui sont combinées. Et en fait, la règle, c'est que les structures physiques ne se touchent pas. Ce ne sont que des combinaisons de structures physiques et flexibles, et que du coup, on a un objet qui a une forme, un volume, et qui est stable. Voilà. Et puis, donc cet architecte, Buckminster Fuller, lui, il donne un nom à ce phénomène qu'il appelle la tenségrité. Donc, je vais vous montrer juste un petit objet quand même pour comprendre un peu ce qu'est ce principe de tenségrité. Voilà, donc on a ici, vous voyez, un objet, il n'y a aucune structure qui se touche, et pourtant, vous voyez, si je le tiens par une pointe comme ça, il garde sa forme. Il garde sa forme, il ne se déforme pas. Hein. Donc voilà, c'est ça l'idée de la tenségrité. C'est un assemblage de structures rigides et flexibles qui permettent de conserver une forme dans l'espace. Vous voyez, c'est voilà, c'est le principe voilà, de la tenségrité. Hein, en sachant que si jamais, pour une raison ou pour une autre, il y a par exemple des fascias qui sont collés ou des fascias qui sont déshydratés ou des blessures des chocs et qui font que le fascia s'est déformé ou rétracté, eh bien, ça va donner en fait une déformation. Vous voyez, ça va donner ça, et vous voyez, le corps, il va se déformer. Voilà. Vous voyez là, il va se déformer et il sera limité. C'est-à-dire, tous les autres, quand ils voudront bouger, ils vont être limités par cette partie qui est en tension, en rétraction, en raccourcissement. On retourne sur le document. Voilà. Principe tension continue, compression flottante. Donc c'est comme je vous ai montré sur le petit objet, c'est une compression. En fait, si on bouge une partie, c'est tout qui bouge. La stabilité ne vient pas d'un empilement, donc ça c'est la théorie, comme des briques posées les unes sur les autres, elle vient d'un réseau de tension continue qui répartit toute charge sur l'ensemble de la structure. Aucun point ne porte seul, c'est-à-dire quand vous serrez le poing avec la main droite, la force, elle va venir de tout le corps. Donc on va sentir une forme de rétraction, comme on sent le poing qui se serre, une forme de rétraction musculaire dans tout le corps. Plus dense dans le poing, l'avant-bras, le bras, ça commence à diminuer, l'épaule, c'est moins, tout le reste du corps, c'est moins, mais on peut sentir, comme on l'a vu la dernière fois dans l'expérience, dans le mollet opposé. Ok. Voilà, donc ça, c'est les pionniers un peu de ceux qui commencent à expliquer un petit peu comment des hypothèses et des expériences scientifiques sur ces hypothèses de biotenségrité. Voilà, donc là, je vous ai mis ici pour que vous voyez. Donc là, on était sur une architecture, vous voyez, avec des structures rigides et d'autres flexibles qui tient comme ça. Donc ça, c'est en Australie. Et puis là, à Munich, voilà, vous avez la salle Omnisport de Munich. Bah, ça tient par des systèmes de fixes, des structures fixes et d'autres structures plus flexibles.
Et puis là, donc là, c'était intéressant, je reviens en arrière. Ici, là, par endoscopie. Donc ça donne une idée un peu de ce que c'est, de ce qu'est le réseau, le système facial, hein. Donc une partie, bien sûr, on ne voit pas tout, c'est microscopique, hein. Ça se voit avec une caméra, voilà, vous regarderez sur Internet, mais c'est tout petit, ça, hein. C'est pas des grosses choses comme ça. Et puis là, vous avez des montages tenségrité pour le bassin, pour la colonne vertébrale, pour la jambe, un pied, et même pour un squelette entier. Ça, on trouve ça, je pense, dans le livre de Robert Schleip, mais surtout dans le livre de Thomas Myers. Voilà. Donc, une charge reçue en un point se distribue instantanément dans toute la structure et non pas seulement à un endroit. Ça, c'est ce qui est naturel, hein. Après, c'est pas toujours ce qu'on fait quand on fait de la musculation avec de la fonte ou avec des machines, encore pire avec des machines, puisqu'on réduit la possibilité au corps de s'exprimer globalement avec une machine, hein. Puis quand on fait du rectiligne avec de la fonte, voilà, si vous voulez, petite parenthèse, si vous voulez faire du renforcement musculaire, c'est mieux de travailler dans des mouvements naturels du corps, avec des petits poids, mais des mouvements naturels du corps, ou de travailler avec des élastiques, parce que les élastiques obligent le corps à travailler dans son intégralité. Voilà, donc ça, la biotenségrité du corps humain. Alors, l'unité du corps est une réalité biomécanique. Donc ça, c'est une synthèse, hein. Le corps n'est plus une somme de segments à coordonnées, c'est une seule structure, donc une seule structure, on va dire, pardon, avec des parties rigides et des parties flexibles, qui répond globalement et jamais dans un mouvement local isolé. Quand vous êtes dans l'unité, le corps, il est prévu pour ça, le corps physique, il est prévu pour ça. On ne peut pas, on ne fragmente pas. Le corps va fragmenter, c'est-à-dire il va fragmenter pour une question de sécurité, hein, une sécurité physique. C'est-à-dire si vous êtes, par exemple, votre pied glisse et va vers l'entorse, votre corps il va se fragmenter pour pouvoir échapper à la blessure, à l'entorse. Il va essayer d'échapper. Il ne réussit pas toujours, mais il essaye d'échapper. Si, par exemple, quand on se baisse pour ramasser quelque chose, dans la journée, on fait ça 1000 fois, mais personne n'a jamais senti un étirement d'ischio-jambier, enfin du muscle des cuisses, le muscle arrière des cuisses. On ne le sent pas parce que avant que le muscle soit bloqué, qu'il soit obligé de se tendre d'une façon où il ne peut pas le faire et qu'il pourrait casser des fibres, musculaire, hein, eh bien, ce qu'il va faire, c'est qu'il va se disloquer. Hop, il va plier le genou, il va sortir la hanche, plier le genou, sortir la hanche pour éviter. Mais ça, on n'y pense pas, ça le fait tout seul. Donc, pour des raisons de sécurité, le corps physique fait ça, mais aussi, alors ça, on le verra peut-être plus, j'expliquerai ça plus dans les stages, parce que là, ça serait un petit peu trop abstrait, mais quand il y a un conflit d'énergie dans le corps, c'est-à-dire quand l'énergie prend une mauvaise direction, il y a de bonnes directions et des mauvaises directions. Quand l'énergie prend des mauvaises directions dans le corps, eh bien le corps, soit il va j'appelle ça se disloquer, il va fragmenter, si vous voulez. Bon, il ne va pas rester dans l'unité, il va sortir une hanche, un coude, quelque chose. Il va sortir l'articulation de sa fonction naturelle pour échapper à la blessure, mais aussi pour échapper au conflit d'énergie, c'est-à-dire euh, quand on a des nausées ou mal à la tête, quand on pratique le Qigong, par exemple, là, en général, c'est un conflit d'énergie. Mais en général, on ne le sent pas parce que le corps tout seul va disloquer ou alors il va faire une contraction musculaire. Donc, c'est ce qu'on a beaucoup dans le Qigong moderne. On a dans le yin comme dans le yang, mais surtout dans le yang, parce que c'est là où l'énergie est c'est là où l'énergie peut se tromper de chemin. Eh bien, le corps, en général, il se gaine. Donc, on n'aura pas de conflit d'énergie, mais qui dit pas conflit d'énergie, parce que le corps se gaine, ça veut dire aussi ben, peu d'énergie qui circule dans le corps. Alors, c'est une réalité biomécanique. Alors, c'est mesurable. Comment on fait à passer du fascia au corps d'énergie? Alors, mesurable, c'était, si vous voulez, l'unité mesurable, c'est scientifiquement
par les recherches actuelles. Maintenant, là, on va rentrer dans autre chose, on va rentrer dans le corps d'énergie. Donc, alors c'est la biotenségrité fondamentale, c'est-à-dire celle acquise à la naissance, comme j'ai dit tout à l'heure, par rapport au corps d'énergie, c'est une biotenségrité fondamentale, où l'unité, elle est remise en cause et se dégrade au fil de l'existence. Bah, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, c'est-à-dire normalement on a tout ce qu'il faut, mais malheureusement ben, ça va se dégrader au cours du temps, à travers les traumas physiques et psychiques, à travers les conditions de vie, de travail, puis les conditionnements physiques et psychiques qui limitent et désorganisent le fascia global. Donc du coup, si vous voulez, cette biotenségrité fondamentale, cette unité, comment dire, on va dire, qui est prévue au programme, ben en fait, elle est toujours là, mais elle se dégrade dans le corps. C'est-à-dire le corps d'énergie, lui, il a toujours cette unité, mais le corps physique, lui, il la perd, et comme on est beaucoup sur le corps physique, eh bien, on a du mal à récupérer cette unité. L'idée, c'est de retourner sur ce corps d'énergie pour récupérer cette unité fondamentale et se défaire de tous les engrammages dans le corps, des engrammages des traumas physiques et des traumas psychiques, pas seulement physiques. Donc cette qualité initiale, elle varie donc en permanence avec l'état du fascia, s'il est ouvert ou rétracté, hein, contracté, c'est-à-dire s'il est refermé sur lui-même ou s'il est ouvert, s'il est organisé ou s'il est figé. Elle varie en permanence. C'est à partir de ce moment-là, euh, à partir du moment où on est sur la recherche de la biotenségrité initiale, jusqu'à l'unification du corps physique, bien sûr, mais aussi jusqu'à l'émergence du corps d'énergie. C'est ça qui va nous intéresser dans cette qualité fondamentale de l'unité, c'est l'unité du corps physique et l'émergence du corps d'énergie. Donc on va passer à la suite. Donc Song, c'est ce qu'on a vu la dernière fois, ce que j'ai expliqué en entrée de conférence. Le Song n'est pas une détente ordinaire où on pourrait l'entendre relâchement au sens ordinaire de ce qu'on entend habituellement. C'est une action interne anatomique et précise, hein, c'est ce que j'ai expliqué en début de conférence. Et plus le Song est présent, et plus le réseau du fascia global est cohérent, continu et organisé et rentre en unité. Et à partir de là, à partir de cette unité, si on les réalise sur l'axe central de l'alchimie interne taoïste dont je vous parle depuis tout à l'heure, l'axe central reliant les trois tantièmes, qui part du périnée et va au sommet de la tête, eh bien, si on prend la biotenségrité du fascia global, prend appui sur cet axe central, eh bien, le corps d'énergie émerge, et le corps physique, on va dire, le corps physique est en unité, et le corps d'énergie émerge. Alors, il y a une question. Allons-y J'ai pour la une question. Bonjour Thierry, bonjour à tous. Oui, je voulais Bonjour. savoir par rapport à ce que tu dis vis-à-vis des fascias, comme quoi ils sont réorganisés à partir du moment où on est dans un état de song. Du coup, est-ce que ça veut dire que ça réorganise aussi les fascias qui ont été désorganisés et figés à cause des traumas psychiques et physiques? C'est exactement ça, c'est-à-dire en fait, quand on a un trauma, on va prendre le trauma physique, mais ça marche aussi pour le trauma psychique qui s'engramme dans le corps. Il s'engramme toujours dans le corps. Si on regarde un trauma physique, c'est plus facile à comprendre. Quand on se fait une entorse, eh bien en fait, on se fait une entorse et quand on marche avec l'entorse, en fait, on claudique un peu, hein, on compense, on fait attention. En fait, ce qu'on fait, c'est on isole la partie qui est douloureuse. C'est normal, parce que sinon, on ne pourrait pas bouger, ça veut dire qu'on ne pourrait pas cueillir des choses pour manger, et on ne pourrait pas essayer de se cacher des fauves et des dangers qu'il y a dans la nature. On compense, euh,
en fait, c'est bien connu hein, en anatomie, on isole la partie qui est blessée. Sauf que quand on fait ça, même après réparation, comme on n'est pas dans l'unité, après réparation, eh bien, cette partie isolée reste isolée. On va utiliser l'unité, parce que l'unité, elle a une propriété particulière. Quand vous êtes Song sur Chiang Mai, quand vous êtes Song sur Chiang Mai, ce qui se passe, c'est que tout le corps physique, il est impliqué. C'est-à-dire que ce n'est pas la chaîne musculaire qui va travailler, parce que la chaîne musculaire, elle a ses problèmes qu'elle n'arrive pas à résoudre tout seul. C'est tous les tissus de tout le corps entier qui va emmener dans le mouvement complet, correct, tous les tissus qui sont meurtris, désorganisés, qui sont trop courts, qui sont collés, ça va tout remettre. Si vous voulez, quand vous êtes dans l'unité, vous êtes dans l'unité. C'est-à-dire tout le monde fonctionne ensemble. Ce n'est pas comme quand vous êtes fragmenté ou quand vous faites un isolement, ce qui est encore pire, hein. Et si vous êtes sur le fascia global, c'est tout qui remet en mouvement tout et tout se répare. Et j'imagine, excuse-moi, du coup, Oui, j'embraye. Et allons-y. j'imagine que c'est comme au kiné, plus on pratique l'unité, plus on va réparer le fascia qui a été désorganisé. C'est pas comme ça. Oui, Ok, ok, oui. ça marche. Pour que ça s'arrange, il faut écouter la vie. La vie, elle nous dit quand ça s'arrange, ça fait du bien. Quand j'ai soif, je suis pas bien. Ça pensait, j'ai pas bu depuis un moment. Si je bois, quand je bois, ça fait du bien. Et si je laisse faire, je sens, c'est comme si l'eau se répartissait partout dans mon corps. Ça fait du bien. Donc, quand on souffre, si on fait un exercice, soit ça fait que du bien, et c'est parfait, ou soit ça fait mal, mais ça fait du bien en même temps, et ça, c'est bien aussi. Et si ça fait que mal, eh ben ça, c'est pas bon du tout. Parce que quand ça fait que mal, la vie, le principe vital, nous a donné des informations pour nous dire que faut arrêter. Quand je coince mon doigt dans la porte, je ne vais pas le recoincer une deuxième fois, hein, que ça fait trop mal. Ok, merci. Et donc maintenant, je retourne sur le document pour voir la fin et la suite. Voilà, donc là, donc le même axe de tenségrité, le corps physique et l'énergie partagent un même axe de tenségrité. C'est-à-dire que si je suis en tenségrité sur mon axe central, bien sûr, j'aurai une charge aussi sur mon axe vertébral. Mais si je suis sur mon axe central, je vais plus sentir mes trois tantiènes et je vais moins sentir ma colonne vertébrale, donc je serai moins dans le système myofacial, donc je serai dans ce système facial global qui régénère et qui répare naturellement. C'est sa fonction. Il a une fonction, l'unité, c'est la fonction de garder l'intégrité, hein. Voilà, donc je continue. Donc, ce qui émerge quand on est en tenségrité sur l'axe Chongmai, c'est Pang, c'est ce corps d'énergie, ce corps qui désigne à la fois le corps d'énergie et l'unité, ou vice-versa. Et ce corps d'énergie a la particularité de de quand il est ce pan, ce corps d'énergie dont je parle, parce que probablement qu'il y a un corps d'énergie présent aussi, même quand on est fragmenté, mais son intensité est réduite et son efficacité est réduite. Alors que là, son efficacité, elle est entière. Et quand on est dans pan, corps d'énergie, ce corps d'énergie, il n'est pas limité à la limite du corps physique, il va au-delà. Voilà. Et c'est pour ça que comme il va au-delà, eh bien, on a un impact sur un partenaire. Donc, ce corps d'énergie, je le rappelle, ce n'est pas une question de visualisation, c'est une question de perception, hein. Il varie suivant l'intensité du son, suivant l'intensité du relâchement. Ça, c'est un raccourci, mais je ne sais pas trop comment vous l'expliquer mieux pour l'instant. C'est par l'expérience que je pourrais vous l'expliquer. Et ça, c'est très important. Il se pilote par le yi. Alors, il y a plusieurs yi, mais celui dont je parle, il est placé dans
le Tantien médian. Elle n'est pas dans le mental, dans la tête, hein. Il est dans le Tantien médian. Il est constitué de deux fonctions, la perception globale et, du coup, perception globale de l'énergie et de la commande directe à l'énergie. C'est-à-dire, quand vous êtes dans le corps d'énergie et que votre partenaire bouge, dans votre corps à vous, physique, vous n'avez aucun feedback, ni de tension mentale parce que vous vous concentrez, ni de tension physique, ni de rétraction musculaire, ni non plus de dureté de l'axe vertébral ou de je ne sais quel appui sur la structure. Vous êtes sur Chongmai et votre corps, il est comme c'est un son dans lequel vous devez être, en quelque sorte, si j'ose dire, votre corps est transparent. C'est-à-dire, vous n'avez pas de feedback, de rétraction musculaire, ni d'appui sur la structure. Parce que si vous avez un appui sur la structure, ça veut dire que vous n'êtes pas sur Chongmai, que vous êtes retourné sur le squelette. Et là, ça ne fonctionne pas ou ça fonctionne beaucoup moins bien. Donc voilà ce qui est important dans ce corps d'énergie, c'est que ce corps d'énergie, on va, alors il y a une quatrième là qui est quand même là, qui n'est pas notée, mais c'est que ce corps d'énergie, mais on y reviendra sur la prochaine conférence, c'est que le yi commande euh, au corps d'énergie, à l'énergie, il commande à l'énergie et donc il commande au corps d'énergie et qui commande au corps physique. C'est-à-dire que quand, à partir du corps d'énergie, je vais réaliser tous mes Qigong, je vais réaliser toutes mes pratiques d'art interne, que ce soit Qigong, yoga, pourquoi pas le pilates, parce que c'est très possible aussi de le faire à partir du corps d'énergie, à partir du moment où on est dans le système global et non pas sur les chaînes musculaires. Donc, cette réalité du corps d'énergie et du yi se vérifie et se cultive à deux. C'est-à-dire que quand on va travailler à deux, on aura les recettes. Moi, je vais vous dire comment on fait pour entrer, pour laisser le corps d'énergie, le pang, émerger. Et à partir de ce pang, comment on fait pour commander avec le yi. Et donc, une fois que vous savez comment faire, vous savez le faire seul, mais vous pouvez le perfectionner à deux. C'est-à-dire quand vous êtes à deux, bah, si vous vous trompez un peu dans la façon de faire émerger le corps d'énergie émerge moins bien, vous avez moins d'effet. Alors que si vous corrigez ce qu'il faut, et vous aurez plus d'énergie, vous aurez plus d'impact sur le partenaire. Et quand on travaille sur le yi, eh bien, une fois qu'on est dans le corps d'énergie, qu'on voit le corps du partenaire flotter, eh bien, on va utiliser le yi, c'est-à-dire cette fonction qui est dans le Tantien médian de perception globale de l'énergie, y compris de mon corps d'énergie, et la commande de l'énergie aussi qui m'entoure, parce que ça commande le yi qui m'entoure. Donc je fais le 1 avec mon partenaire, hein, je deviens comme un espèce d'un seul champ d'énergie. Ce champ d'énergie, il a une périphérie, et par le yi, je vais commander pour déplacer le partenaire vers la gauche, vers la droite, le faire descendre, le faire monter. Et donc là, quand je sais faire ça et que je pratique mon Qigong, je maintiens cette qualité de yi pour piloter mon corps d'énergie et aussi pour conduire l'énergie interne, externe, l'énergie de la nature, me connecter, me relier à Chongqi, le champ d'énergie universel, pour entrer voilà, pour la santé ou pour la spiritualité. Donc au-delà, dans Chongqi, bon là, quand on est dans le corps d'énergie, donc Pang, cette unité, ce corps d'énergie, c'est un accès au champ d'énergie Chongqi, issu du Wuqi, dans lequel on trouve alors le vide primordial, mais c'est surtout un espace non duel, hein. C'est-à-dire que là, quand on est dans le corps d'énergie, par exemple, on peut avoir l'énergie qui circule dans son corps en montant et en descendant dans son corps. Ça circule et ça monte. C'est pas nous qui le faisons. C'est global. Et on peut très bien faire sans percevoir ces énergies qui montent et qui descendent simultanément dans le corps, que ce soit quand on descend ou quand on monte. Ce n'est pas
Ce n'est pas duel, c'est non duel. Tout existe, peut tout exister en même temps. Alors, je ne sais pas si c'est clair. Donc, je continue. S'il y a quelqu'un qui ne comprend pas, il me demande et puis j'expliquerai mieux. Il porte taillis. Donc, taillis, en fait, c'est une référence, en fait. Donc, il porte taillis, c'est principe d'unité et Cheng, le principe vital. Donc, ça, on l'a vu la dernière fois. On a le Wuqi. Et dans Chongqi, on a une émanence de Wuqi qui n'est pas encore matérielle, mais qui est sur un principe organisationnel du champ d'énergie de Wuqi. Et le champ organisationnel de Wuqi, il est régi par le principe d'unité, tout est un, et par le principe vital, c'est-à-dire le vivant cherche à rester vivant et à se reproduire. Il est vivant, il cherche à rester vivant et il cherche à se reproduire. Et donc ces principes, ces deux principes fondamentaux s'expriment dans notre univers de la matière. Donc c'est un peu comme si c'était des champs emboîtés les uns dans les autres ou des champs qui se génèrent les uns les autres. Euh, Shang-Chi est généré par Wuxi et l'univers, les 10 000 êtres et des 10 000 choses qu'on connaît, de la matière, du vivant, etc., il est sous-tendu par Chongqi. Bon, ça c'est un petit raccourci, voilà, le fascia global, mise en tenségrité. Quand il est mis en tenségrité, alors, et qu'on génère le son, on génère le corps d'énergie. L'émergence dans ce corps d'énergie de Chongmai et la reliance à travers ce Chongmai, la reliance à Chongqi. Est-ce qu'il y a des questions avant qu'on passe à la démonstration? Voilà. Une réalité universelle et vérifiable. Donc, cette réalité, je veux dire, elle est commune à tous les arts du mouvement. Comme je vous ai dit, c'est pas une invention, c'est simplement quelque chose qui existe spontanément, qui est présent dans l'être humain. En tout cas, c'est un potentiel qui est présent dans l'être humain, qui n'est pas forcément dans l'état où il devrait être, hein. Cette unité n'est pas forcément dans l'état où elle devrait être, mais on a tout ce qu'il faut pour l'atteindre. Et dans les arts internes, c'est la particularité des arts internes énergétiques, c'est que de manière implicite ou explicite, hein, d'ailleurs, euh, on cherche à atteindre cette unité, à atteindre ce corps d'énergie. Donc ce corps d'énergie, il appartient à personne. Il appartient à personne, il n'appartient pas à une discipline. C'est un état. Et c'est un état qu'on recherche. Et donc la recherche de la biotenségrité fondamentale ou initiale, jusqu'à l'unification du corps physique et jusqu'à l'émergence du corps d'énergie. On ne le sait pas forcément, mais tous ces arts internes nous invitent forcément à y aller. Mais on ne démarre pas forcément comme nous on propose. En général, on commence par de la coordination volontaire, mais la coordination volontaire, ce n'est pas une unité fondamentale, c'est une unité fabriquée. Et donc ça prend 15-20 ans pour que cette unité fabriquée, créée, se transforme petit à petit par l'abandon de la volonté, se transforme petit à petit en unité fondamentale. Donc nous, la proposition, c'est d'aller directement dans cette unité fondamentale. Nous, on y va directement. On y va en 3 ou 4 jours. 3 jours. Hein. En 3 jours, il faut 3 jours pour que le corps d'énergie apparaisse et qu'on puisse valider, vérifier que ça existe et qu'on puisse travailler sur ce corps d'énergie pour avoir un Qigong qui soit le plus efficient possible, le plus efficace possible. Comme je dis toujours, là je ne l'ai pas écrit, mais c'est un peu, nous, ce qu'on vous... Alors, tous les chemins mènent à Rome, on peut prendre de très très longtemps. Nous, ce qu'on vous propose, c'est un voyage organisé, on vous amène directement au Panorum. Au bout de 3 jours, vous êtes au Panorum, mais ça n'empêche pas que vous devez visiter Rome. Si vous n'êtes pas arrivé, hein, loin s'en faut. Mais en tout cas, vous ne vous êtes pas perdu sur le chemin et vous avez mis, c'est une route directe, express, pour arriver à cette unité. Mais après, ben, il va falloir rentrer dans cette unité pour pratiquer les formes, etc. J'expliquerai en quoi les formes de Qigong ou les formes des arts
martiaux internes permettent la libération des conditionnements physiques et psychiques. Voilà, donc corps d'énergie vérifié à 2. Le premier jour d'étude, c'est module 1, module 2, c'est jour 1, jour 2. Pardon, module 1, c'est jour 1, jour 2. Donc le jour 1 du module 1, vous percevez, le corps d'énergie est perçu par le yi, c'est-à-dire la perception globale. Le jour 2, le yi commande au corps d'énergie, qui commande au corps physique, comme j'ai expliqué tout à l'heure. Celui qui est sur le devant de la scène, c'est le corps d'énergie, et le corps physique, il suit. Et le troisième jour, c'est le corps d'énergie et l'effectivité du yi, ou l'efficacité, si vous préférez, qui sont vérifiés à 2. On ne demande pas d'y croire, on ne demande pas de croire à ça, on le montre. Donc je vais vous le montrer. Je vous présente Déborah, qui est en formation première année, et donc qui a suivi le cursus, donc qui connaît l'histoire du troisième et quatrième jour, ou du premier, deuxième, troisième jour. Donc, ensemble, on va faire une démonstration. Donc, je vais d'abord, moi, commencer en expliquant un petit peu. Et puis ensuite, Déborah fera aussi la validation du corps d'énergie. Donc en fait, je saisis mon partenaire par les poignets, mais je n'exerce pas ni de pousser, ni de tirer, ni de signaux de quoi que ce soit. Ce que je fais, c'est juste, je vais faire pan. La particularité du pan que je propose, c'est de faire l'appui de son centre, non pas sur la terre, mais dans la terre. Je fais mon pan, comme j'ai vu la dernière fois, hein, je laisse tout peser sur la structure. Mon tantiel ou mon sacrum, il est entre le sommet il est entre la terre et le ciel et redistribue l'énergie à travers les 5 portes, les pieds, les mains, le sommet de la tête. Donc je laisse tout simplement mon pan se faire et l'énergie sortir. Voilà. Et quand elle sort, voilà, c'est juste que quand mon pan sort de la limite de mon corps, il y a un impact dans le champ d'énergie. Après, ce champ d'énergie, eh bien, je peux lui donner une orientation, hein. Je ne vais pas le dire parce que sinon vous allez dire que je l'ai dit, mais je vais faire quelque chose, soit à gauche, soit à droite, soit devant, soit repousser là-bas, ou soit descendre, hein. Je peux faire par exemple descendre, hein. Voilà, hein, hein. Donc si je veux faire autre chose, je vais par exemple aller à gauche, hein. Là. Mon yi il va à gauche, ou il revient. Il revient. D'ailleurs, il pourrait continuer. Il y a un mur. Ok. Donc, ça, c'est le témoin de ce que je fais, c'est-à-dire laisser émerger mon corps d'énergie, puis ensuite, donc ça fait une espèce d'unité entre nous deux, avec un champ d'énergie qui nous enveloppe tous les deux. Et à part ce lit, je vais soit repousser vers l'arrière, hein, voilà. Ou soit je vais rentrer et je vais bouger d'un côté, par exemple, hein, ou faire revenir de l'autre, hein. Donc ça, c'est l'exercice du yi, hein, de bouger dans un sens ou une direction. Mais l'exercice de validation du corps d'énergie, c'est simplement, je fais mon pan. Je ne m'occupe pas de savoir ce qui va se passer dans le corps de mon partenaire. Certaines personnes vont reculer, simplement, d'autres vont reculer en descendant, un peu comme fait Déborah, mais je n'ai pas d'intention précise. Donc maintenant, je vais laisser Déborah faire la même chose. Pour l'instant, elle ne fait rien. Je vais l'inviter à faire des choses. Donc, déjà dans un premier temps, de faire le pang à partir du Tantien à travers les 5 portes en appui dans la terre. Voilà. Voilà. Donc ça génère quelque chose dans mon corps. En fait, si je saute en arrière, c'est qu'à un moment donné, j'ai voulu aller à l'encontre de ce qui se générait dans mon corps. Donc du coup, ça a généré un sursaut physique. Voilà. Donc là, maintenant, tu vas faire la même chose, donc un pang étendu, et tu vas donner une intention, si tu veux bien. C'est vrai, on ne peut pas vraiment résister, en fait, hein. Et une autre intention, si ou la même, comme tu veux. Oui. Ok. Voilà, donc, je te remercie, Déborah. Peut-être, Déborah, tu aurais envie de dire quelque chose?
Non, c'est vrai que moi, pour mon témoignage, effectivement, j'ai terminé ma première année en formation de Qigong à l'Onde du Dragon. Et c'est vrai que moi-même, je suis assez surprise des effets que ça peut faire. Euh, personnellement, il y a plein de choses auxquelles je m'attendais pas être capable de faire. Voilà, ça reste après une année de formation. Ouais, donc c'est assez puissant, oui. Hmm. Moi, j'ai une petite question, Déborah. Est-ce Oui. que est-ce que tu avais déjà, avant de connaître l'onde du dragon, une pratique soit en Qigong, soit en Tai Chi, soit autre? Alors, j'ai suivi 2 années de Qigong là où j'habite. Et par contre, je n'avais jamais abordé cette manière-là de pratiquer le Qigong. Donc, c'est vraiment depuis un an que moi j'ai découvert ça, oui. Avant, non. D'accord, merci. Avec plaisir. Bon. Merci Déborah. Bonne soirée à tous. Bonne soirée. Merci, Bonne bonsoir. soirée. Bonne soirée, Au merci. revoir.